La pression de l'eau des océans. Une arme fatale, invisible. La pression est une force phénoménale de la nature. Elle peut paralyser, Douleur, engourdissement, perte de fonction. écraser Les signaux se sont éteints. Silence de mort. ou imploser en une fraction de seconde. Vous ne verrez pas la mort venir. Nous allons descendre les 5 zones de pression de l'océan, chacune plus écrasante que la précédente, jusqu'au point le plus mortel de la planète. À 11 000 mètres de fond, c'est très violent. Le poids d'un gros 4x4 sur une pièce de monnaie. Rien ne peut échapper à la pression mortelle de l'univers sous-marin. La Terre a un caractère unique si on la compare à toutes les planètes que nous connaissons. Elle porte de l'eau, beaucoup d'eau. Près de 70% de la planète est recouvert d'eau avec une profondeur moyenne des océans d'environ 3000 mètres. De l'espace, si vous regardez la Terre, vous vous dites qu'elle aurait dû s'appeler planète océan au lieu de planète Terre. Le volume d'eau de la Terre s'élève à 1,386 milliard de kilomètres cubes. Imaginez une bulle qui ferait presque un tiers de la taille de la Lune. La gravité attire toute cette masse liquide vers le centre de la Terre. Avec près d'1 tonne par mètre cube, cela représente un sextillion et demi de kilos. Ce poids de l'eau est sans doute le plus gros obstacle à l'exploration du monde sous-marin. C'est lui qui engendre la pression ressentie par l'homme, le grand danger des profondeurs. Plus on descend dans l'océan, et plus ça devient dangereux. Car plus vous descendez, plus la quantité d'eau que vous avez au-dessus de vous est importante. Et donc, plus le poids augmente. Les profondeurs des océans sont divisées en 5 strates. 5 zones, chacune plus profonde, plus obscure, plus froide et plus dangereuse que la précédente. Au niveau le plus bas, à quelques 11 000 mètres de profondeur, se trouve l'endroit le plus dangereux de la Terre. À 11 000 mètres de fond, la pression est de plus d'1 tonne par centimètre carré. Imaginez un peu 1 tonne sur chaque centimètre carré, ça fait réfléchir. Peut-il y avoir de la vie dans des conditions aussi extrêmes? Pour comprendre l'énormité des forces en jeu, il faut descendre chacun des 5 paliers de pression en commençant par le plus haut. La zone 1, dite épipélagique. Connue également comme la zone photique, elle abrite la majorité de la vie des océans. À première vue, cette zone est peu profonde et accueillante. Mais la pression s'y révèle déjà très hostile. Les premiers 10 mètres sont vraiment les plus dangereux pour les plongeurs amateurs. Jacques Cousteau révolutionna le monde de la plongée sous-marine dans les années 40, en ouvrant l'accès à la zone épipélagique pour la première fois. Ça fait à peine un siècle qu'on explore ce qui se passe sous la surface de l'eau. Et on n'en est encore qu'au début. Mais certains plongeurs ne réalisent pas toujours la puissance de la pression de l'eau, en particulier si près de la surface de l'eau. Au large des Keys de Floride, une famille de plongeurs amateurs se prépare pour une plongée de loisirs ordinaire. On avait pris des cours de plongée en famille. On avait tous eu notre licence 6 ans plus tôt. On a commencé à en faire pendant nos vacances. C'est le genre d'activité qu'on peut faire en famille. Andrew Devlieger et son frère jumeau Matthew ont prévu d'explorer un site de plongée très populaire. On est descendu lentement. On avait une super visibilité. L'eau était claire, chaude.
La journée idéale. Pourtant, dans les eaux de surface, la pression peut être extrêmement violente. Nous sommes en ce moment au niveau de la mer. Le poids de l'air au-dessus de nous est de 1 atmosphère, 1 bar. Si vous regardez le ciel ou une très haute montagne, cette hauteur exerce une pression de 1 bar, 1 atmosphère. Une pression de 1 bar équivaut à 1 kg par centimètre carré. Le poids d'1 centimètre carré de notre espace aérien. Comme l'eau est 800 fois plus lourde que l'air, la pression de l'air exercée par 16 000 mètres de notre espace aérien est atteinte dans les 10 premiers mètres d'eau de mer. La pression de 1 bar dans les 10 premiers mètres est la plus dure à supporter. Je savais donc qu'il fallait que j'aille lentement, que je débouche bien mes oreilles et que je fasse l'équilibrage des pressions. Dès qu'un plongeur entre dans l'eau, la pression comprime les poches d'air à l'intérieur de son corps. Si vous deviez descendre en retenant votre souffle, avec la pression qui augmente, vos poumons seraient comprimés. Comprimés jusqu'à être réduits en bouillie. C'est tout le secret du régulateur. Il vous permet de respirer l'air à la pression ambiante, la pression du niveau auquel vous vous trouvez pour éviter tout accident. Andrew et Matthew descendent à 40 mètres de fond. La pression est de 4 bars, l'équivalent de 4 boules de bowling, comprimant chaque centimètre carré de peau sur votre corps. On a nagé, on est allé explorer une épave avec une visibilité de 30 mètres. C'était une superbe plongée. Même si les deux frères respirent de l'air pressurisé, chaque minute sous la pression de l'eau agit sur leur physique. Quand vous respirez, vos poumons sont exposés à une pression supérieure qui fait entrer plus de gaz dans votre système sanguin. La seule façon de se débarrasser de ce gaz est de l'expulser lentement ou de décompresser en remontant à la surface. Mon frère m'a fait signe, c'est l'heure de remonter. Ça fait 6 ou 7 ans qu'on plonge ensemble, et c'était loin d'être la première fois qu'il me faisait comprendre qu'il avait besoin de remonter. Donc, je me suis dit, OK, on remonte. J'ai cherché Matthew des yeux, mais je ne l'ai plus vu. J'ai regardé en l'air, et il y avait un plongeur beaucoup plus haut que moi. Matthew remonte vite, trop vite. En remontant, l'air s'accumule dans votre système sanguin, car il est comprimé par la pression ambiante. Vous devez remonter lentement pour que tout ce qui est en vous soit dispersé, éliminé, qu'il n'y ait pas d'obstruction. J'ai regagné le bateau, et là, j'ai vu que Matthew avait du mal à respirer. Les plongeurs en difficulté peuvent éprouver toutes sortes de symptômes étranges. Douleur, engourdissement, paresthésie, perte de fonction, faiblesse, Paralysie, embolie gazeuse, évanouissement, perte de mémoire. crise cardiovasculaire et mort. Le corps humain ne réagit pas bien aux grands changements de pression différentielle. La maladie de décompression, couramment appelée BENS, nous est connue depuis la révolution industrielle. Les premiers cas ont été observés chez des ouvriers qui travaillaient dans des caissons ou des gros cylindres placés sous terre pour empêcher les infiltrations d'eau dans les mines. Plus ils allaient profond et plus ils restaient longtemps, plus ils avaient des douleurs dans les articulations. Puis, il y a eu des décès. Les scientifiques ne déterminent pas encore très bien pourquoi notre corps réagit aussi violemment au changement de pression. Mais maintenant, ils savent que l'attaque vient de l'intérieur. Il suffit de regarder une bouteille de soda. Si vous prenez une bouteille de soda et que vous regardez dedans avant de l'ouvrir, avant de tourner le bouchon, vous ne voyez pas de bulle.
Le gaz contenu dans cette bouteille de soda est du gaz carbonique. Quand vous ouvrez, vous entendez le pchit. À ce moment-là, vous voyez les bulles. Le gaz contenu dans le liquide tente de trouver un nouvel équilibre avec son environnement. C'est ce qu'on tente d'empêcher quand on veut éviter la maladie de décompression. Mais pour Matthew, c'est trop tard. Son système sanguin est déjà envahi par les bulles. Parmi les 5 zones de pression du monde sous-marin, c'est la zone épipélagique, la première et la moins profonde, qui fait le plus de victimes chaque année. Les 2 frères jumeaux Andrew et Matthew viennent de remonter après une plongée d'une demi-heure et apparemment, quelque chose a mal tourné. On était inquiets. Matthew ne pouvait pas bouger les jambes. Il avait du mal à respirer, cherchait l'air, s'agrippait à sa combinaison. C'était impressionnant. On a prévenu les gardes-côtes par radio et on a mis le cap pour rentrer. Les bulles gazeuses contenues dans le système sanguin de Matthew menacent de bloquer complètement sa circulation. C'est comme s'il y avait de la vapeur dans le carburateur de votre voiture. Le gaz n'arrive plus au moteur et la voiture s'arrête. Eh bien, si votre sang ne circule plus dans votre corps et votre cerveau, vous vous arrêtez aussi et ça va très vite. 45 minutes après avoir refait surface, les 2 frères sont à l'hôpital. Pour les médecins, la question est de savoir comment ramener ces bulles mortelles à un volume normal. Une seule solution, augmenter la pression. Ils l'ont mis dans une chambre de décompression et il y est resté un bon moment. Matthew est transporté d'urgence dans un caisson scellé qu'on appelle chambre hyperbare. À l'intérieur, on augmente la pression atmosphérique pour simuler les 3 bars de la pression de l'eau et ainsi réduire le volume de bulles. Si on ne réduit pas le volume des bulles, elles vont continuer de s'agglutiner dans les articulations, la moelle épinière et d'autres parties du corps, et causer encore plus de dégâts. Matthew est à l'isolement dans sa chambre pendant 2 jours. 3 jours. Mais les médecins ne voient toujours pas d'amélioration. La plupart du temps, avec ce traitement, les symptômes disparaissent. Mais dans le cas de Matt, les symptômes n'avaient pas l'air de vouloir partir. C'était terrible. On était de plus en plus inquiets. Enfin, après 5 jours de traitement, Matthew semble avoir passé le pire. Il va survivre, mais avec de graves séquelles. On m'a mis dans une chambre hyperbare pendant 5 jours, au rythme de 5 heures d'affilée. Au bout du 5e jour, je n'arrivais toujours pas à bouger mes jambes. Je ne sentais pas grand-chose en fait. Et le docteur m'a dit... Matthew est paralysé à partir du torse. On lui avait dit qu'il ne pourrait plus marcher. Mais aujourd'hui, il a retrouvé un peu de la motricité de ses jambes. Le cas de Matthew est rare. Seuls 2% des plongeurs par an font une maladie de décompression. Et très peu restent paralysés. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis bien placé pour savoir à quel point la pression de l'eau peut être puissante. Je n'avais pas réalisé que la pression de l'eau pouvait être aussi dangereuse. Il faut vraiment faire attention. Matthew s'en est sorti de justesse alors qu'il était dans la zone la moins profonde de l'océan. Comment va donc réagir notre corps dans la zone suivante? Zone 2. La zone mésopélagique, connue également sous le nom de zone aphotique, car la lumière ne pénètre pas au-delà. La zone mésopélagique s'étend entre 200 et 1000 mètres de profondeur, où la pression monte jusqu'à 100 bars. L'équivalent du poids de 2 quads, comprimant chaque centimètre carré de peau sur votre corps. À cette profondeur, l'oxygène se raréfie, de même que la présence de toute vie animale. Pour s'aventurer ici, il a fallu mettre au point une toute autre technologie de plongée.
Au début des années 60, un groupe de chercheurs de l'Institut de recherche médicale de la Marine a eu l'idée de traiter le corps humain comme une éponge. Quand on plonge une éponge sèche dans l'eau, elle se gonfle jusqu'à être complètement saturée d'eau. À ce stade, elle n'absorbe plus d'eau et se stabilise. De la même manière, notre corps peut arriver à un stade de saturation. La plongée en saturation est une plongée par laquelle vous devez atteindre un équilibre parfait avec les mélanges gazeux que vous respirez. À la surface, les plongeurs sont pressurisés dans un caisson scellé. Vos oreilles commencent à cliquer. Plus vous descendez, plus vous pouvez sentir votre cartilage se compresser. Tout dépend de la profondeur où vous allez. La descente peut prendre 3, 4, 5 ou 6 heures. Mais votre corps va s'adapter. Il arrive à saturation et s'y adapte. Une fois à saturation, les plongeurs sont descendus sur le plancher océanique, à l'intérieur d'une cloche de plongée. Quand vous atteignez le sol, ou le lieu de votre travail, vous pouvez ouvrir la porte de la cloche car les deux pressions sont identiques. L'eau ne va pas s'engouffrer. Vous pouvez rester 12 heures ou 28 jours. Votre temps de décompression ne va pas changer. Tant que vous restez à cette pression, à la fin du mois, vous devez faire 3, 4, 5 jours de décompression. Ça vous enlève l'envie de décompresser à chaque fois que vous plongez. Dès les débuts de la plongée en saturation, une question s'est imposée aux chercheurs. Quelle pression de l'eau le corps humain est-il capable de supporter? Dans les années 60-70, c'était un peu l'aventure. Et il y avait souvent des accidents par-ci par-là. Il y a eu quelques décès. À la fin des années 70, aucune équipe américaine n'a pu descendre au-delà de 300 mètres de profondeur. Des chercheurs de l'université Duke se lancent alors dans une série de tests de plongée virtuelle au-dessous de 300 mètres. Le projet est baptisé Expérience Atlantis. Vous voulez être à l'endroit le plus sûr au cas où ça tourne mal. Si vous le faites dans l'océan, il y a forcément plus de risques que si vous le faites dans un milieu sous contrôle. Ils construisent un bâtiment de la taille d'un gymnase qui devra simuler les conditions de plongée en mer. À l'intérieur d'une chambre de pressurisation de 2 mètres de large, surnommée balle de golf, les chercheurs vont faire des tests sur 3 plongeurs volontaires. À l'époque, personne ne savait jusqu'où un homme pouvait plonger. La clé de la plongée en saturation réside dans le fait de respirer la bonne combinaison de gaz. En passant de l'air à un mélange de gaz différents, vous allez pouvoir rester plus longtemps et aller plus profond. L'air que l'on respire à la surface, composé pour l'essentiel de 78% de nitrogène et 20% d'oxygène, s'avère mortel dans les profondeurs. L'exposition au nitrogène sous pression peut avoir un effet narcotique. Ça peut fausser votre jugement. Au point, par exemple, d'enlever votre régulateur de la bouche et d'essayer de le mettre à un poisson. L'oxygène peut vous intoxiquer au point d'avoir des convulsions. En remplaçant une grande partie de l'oxygène et du nitrogène par de l'hélium, moins narcotique dans les profondeurs, les plongeurs peuvent rester en forme plus longtemps. Mais en 1980, le mélange doit être encore perfectionné. Personne n'a pu aller en dessous de 300 mètres sans subir des effets secondaires. Respirer de l'hélium n'est pas sans risque. Vous constatez les effets de la pression quand vous plongez sous hélium. Plus vous descendez et plus vous allez vite, plus les effets sont dangereux. Aux commandes de cette expérience, le professeur Peter Bennett espère affiner le mélange et éliminer les effets secondaires. Mais d'abord, il lui faut des volontaires. Le formulaire de consentement faisait des pages. On devait avertir que l'expérience pouvait coûter la vie. Après un long processus de sélection, 3 plongeurs civils sont choisis comme sujets d'observation. Le chef d'équipe, Steve Porter, est plongeur à saturation de métier dans la mer du Nord.
Je savais que ces gars étaient les meilleurs du monde dans ce domaine. C'est pourquoi j'ai voulu participer à l'expérience. Même si c'est un simulacre des eaux profondes, le danger est bien réel. Une fois complètement saturés, les hommes n'ont pas d'échappatoire si quelque chose tourne mal. Ils étaient chargés de gaz et il leur fallait au moins 31 jours pour évacuer ce gaz. Sinon, ils feraient un syndrome de décompression. C'était un très gros risque. Après 2 tests réussis, dont une plongée record à 650 mètres de profondeur, les chercheurs sont prêts à établir un nouveau record mondial. Steve Porter et ses compagnons sont enfermés dans le caisson. 6 mètres plus loin, au centre de contrôle, le professeur Bennett commence à augmenter progressivement la pression. Ils partaient dans un no man's land à cette profondeur. On ne savait pas ce qui pouvait se passer. Trois hommes sont sur le point d'établir un record de plongée virtuelle dans la deuxième zone des profondeurs sous-marines où la pression est fatale, la zone mésopélagique, entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Ici, la pression monte à 100 bars, soit le poids de 2 quads comprimant chaque centimètre carré de peau sur votre corps. Ils étaient conscients de partir vers l'inconnu. Le risque de mort était inscrit à la fin du formulaire de consentement. Il était stipulé. Ils ont signé en toute connaissance de cause. Le matin du 25 octobre 1981, les plongeurs volontaires, enfermés dans la chambre de simulation de pression, vont vivre la première phase de l'expérience. La descente jusqu'à 300 mètres va très très vite. Vous avez chaud, vous sentez très vite cette compression, c'est horriblement désagréable. Porter et ses compagnons ont déjà passé la profondeur standard, à laquelle travaillent la plupart des plongeurs en saturation. Ils commencent à ressentir les effets de la pression. Mais ce n'est rien comparé à la réalité de la zone mésopélagique. Le froid est votre pire ennemi, autant que la pression. Vous enlevez vos gants et la douleur dans vos mains est immédiate. Tony Groom a passé la majeure partie de sa carrière à 200 mètres de profondeur, à réparer des plateformes pétrolières en mer du Nord. On est très proche des astronautes. Les pressions sont assez similaires. Dans l'espace, c'est le vide, et sous l'eau, la pression est phénoménale. On a une mobilité réduite comme dans l'espace, plus ralentie. Si vous marchez dans l'eau toute la journée, vous êtes épuisé, car chaque mouvement est difficile. À l'université Duke, en dépit du confort relatif et de l'environnement sec de leur chambre expérimentale, les plongeurs volontaires trouvent les effets de la pression de plus en plus débilitants, à mesure qu'ils descendent. L'air devient si dense que vous avez du mal à l'aspirer par vos narines. Vous manquez d'air, il faut respirer par la bouche tout le temps. Dans les profondeurs, l'air n'est plus du tout le même que celui qu'on respire ici. Il a presque les propriétés de l'eau. Si vous pressurisez suffisamment un gaz, ces molécules vont être tellement comprimées qu'elles vont subir une transformation et passer de l'état gazeux à l'état liquide. On pouvait ressentir physiquement la densité de l'air rien qu'en se déplaçant, en respirant. Le deuxième jour, Steve Porter et ses compagnons atteignent la barre des 648 mètres de leur précédent record en simulation. Tout avait l'air de si bien marcher à cette profondeur record qu'on s'est dit « Peut-être qu'on n'a pas encore atteint la limite. Pourquoi ne pas tenter une petite incursion jusqu'à 680 ?» Le 12e jour, avec le consentement des plongeurs, le professeur Bennett donne l'ordre de départ. La pression monte à 70 bars et les effets secondaires se font immédiatement ressentir. Si vous éternuez, ça vous arrache la moitié du crâne. La pression s'accumule à l'intérieur, la douleur est infernale. Pire encore, leur esprit commence à leur jouer des tours. Ça fait d'horribles rêves en technicolor qui rendent complètement dingue. Ça m'a secoué à plusieurs reprises. Sous une intense pression, l'hélium est connu pour provoquer des convulsions chez les animaux
et des hallucinations chez certains plongeurs. Malgré les effets secondaires, les 3 plongeurs volontaires réussissent à passer une journée complète à 686 mètres de fond, établissant un nouveau record mondial. Mais il y a un prix à payer. 35 jours de décompressions interminables, coupés du monde extérieur. Il n'y avait pas d'alternative. Ils pouvaient bien nous passer les trucs par un sas de sécurité, mais s'il y avait un pépin, c'était à moi de me débrouiller. Les hommes sortent enfin, épuisés, mais vivants. L'expérience de Bennett est un succès. Cette simulation de plongée en saturation restera la plus profonde qu'il ait jamais tentée. Il y a des limites à la pression que peut supporter un corps humain. Personnellement, j'ai été ravi de m'arrêter à 686 mètres. Je n'aurais pas voulu tenter d'aller à 1000 ou 2000 mètres. Je ne pense pas qu'on puisse amener des hommes là-bas. Au-delà de la zone mésopélagique, la pression augmente encore et n'est plus tolérable pour le corps humain. Zone 3, la zone bathypélagique. Là où toute lumière a disparu. La pression de ces fonds plongés dans l'obscurité permanente avoisine les 400 bars, l'équivalent d'un très gros SUV comprimant chaque centimètre carré de peau sur votre corps. Pour aller dans les zones où le corps humain ne peut survivre, il vous faut un véhicule non habité ou un submersible. Pendant des siècles, les hommes ont tenté de fabriquer des vaisseaux sous-marins. Mais jusque dans les années 20, personne n'avait encore réussi à aller en dessous de 120 mètres. La connaissance des fonds sous-marins dans les années 20 était réduite à son minimum. Pour la plupart des biologistes, il n'y avait pas de vie dans les profondeurs de l'océan. La température était trop froide et la pression de toute cette masse d'eau trop élevée. La première tentative d'accès à la zone bathypélagique a lieu au début des années 30 sous l'initiative non pas de la marine, mais de 2 civils aventureux qui vont aller au bout de leurs rêves sans filet de sécurité. William Beebe et Otis Barton. William Beebe était un naturaliste réputé dans le monde entier. Il était directeur du zoo du Bronx et passionné d'ornithologie. Beebe s'associe à un jeune ingénieur, Otis Barton, lequel a dessiné un engin capable, selon lui, de les mener dans la zone bathypélagique. Il l'appelle la bathysphère. La bathysphère, c'est un peu une navette spatiale Apollo construite par 2 gosses au fond de leur jardin. La bathysphère fait 1,30 m de large. C'est une cuve ronde en acier moulé, avec des parois d'un peu plus de 2 cm d'épaisseur. La sphère de 2 tonnes sera envoyée dans les profondeurs à l'aide d'un simple câble en acier. Le 30 janvier 1930, au large des côtes des Bermudes, la bathysphère est mise à l'eau pour une série de tests sans hommes à bord. Ils ont envoyé la bathysphère à vide, par 450 mètres de fond, et l'ont remontée. En la remontant, Beebe a pu voir qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. La bathysphère avait une fuite, et l'eau s'était infiltrée sous la pression. Beebe a commencé à déverrouiller les coutilles. Mais après quelques tours, la pression accumulée à l'intérieur a fait sauter la porte 10 mètres plus loin. C'est dire comme elle était puissante. Ce test leur a montré dans quel état ils seraient s'ils étaient dedans et que l'eau s'infiltrait. Après 4 années de tests, et notamment une plongée habitée réussie à 250 mètres en juin 1930, Beebe et Barton peaufinent tous les détails de la bathysphère. Ils sont prêts à entrer dans l'histoire avec une plongée habitée par 800 mètres de fond. On pense souvent au secours dans l'espace, mais là, c'était encore plus risqué. Et il n'y avait aucune chance que quelqu'un puisse remonter la bathysphère si le winch se lâchait. En 1934, aucun homme ne s'était encore jamais aventuré dans les 3 dernières zones de l'océan, chacune plus mortelle que la précédente. Le 21 août, au large des côtes des Bermudes, 2 hommes vont explorer pour la première fois la 3e zone,
la zone bathypélagique. Le plus grand danger, c'était la pression. Il parlait de descendre à 800 mètres, là où la pression sur chaque centimètre carré de surface de la bathysphère allait être d'environ 70 kg. S'il y avait la moindre petite fuite, ils ne verraient pas la mort venir. Beebe et Barton comptent sur la forme sphérique de leur engin pour résister à une telle pression et assurer leur sécurité. La sphère est une forme idéale, dans le sens où elle répartit la pression sur toute la surface de la structure. C'est comme une clé de voûte. Un pont peut supporter un poids phénoménal. Comment est-ce possible? Eh bien, grâce à un bloc rigide qui transfère les forces de chaque côté. Si vous le faites en 3 dimensions, vous pouvez répartir la force de tous les côtés et vous vous retrouvez avec une sphère. En quelques minutes, ils dépassent leur précédent record mondial de 250 mètres. Vous descendez et petit à petit l'obscurité gagne. L'eau devient un monde de formes, de silhouettes et d'ombres. En descendant au-delà des rayons du soleil, ils ont commencé à voir des animaux qu'on n'avait jamais encore vus. Ces créatures sont curieusement inconsistantes. Rien à voir avec les animaux terrestres. Les animaux des abysses sont pratiquement tous fluides. Leur corps est dépourvu d'espace gazeux. Ils dépassent les 800 mètres de fond, atteignent les 920 mètres, la bathysphère et le câble tiennent comme par miracle. Je n'en reviens toujours pas qu'ils soient descendus au bout d'un câble dans des profondeurs auxquelles la bathysphère n'était pas censée résister. Quand on déboulonne enfin l'écoutille de la bathysphère, Beebe et Barton émergent et sont propulsés sur le devant de la scène internationale. La bathysphère faisait la une de tous les journaux. William Beebe était une rockstar, mais les scientifiques ne s'intéressaient pas vraiment à lui. Pendant des années, les chercheurs académiques vont traiter avec scepticisme le rapport de Beebe et Barton sur la faune des profondeurs. Ils n'avaient pas de photos, ils n'avaient pas pu ramener des échantillons. Mais cette courageuse aventure va inspirer toute une nouvelle génération de plongeurs, rêvant d'aller toujours plus loin dans les grands fonds. Au-delà de la zone bathypélagique se trouve un univers encore plus redoutable. La zone 4, les abysses, ou encore la zone abysso-pélagique. Elle commence à 4000 mètres en dessous de la surface et s'étend jusqu'aux vastes plaines abyssales qui recouvrent en grande partie la croûte terrestre. On a cartographié, disons, un peu moins d'1% des profondeurs sous-marines de notre planète. Cartographier est une chose, comprendre en est une autre. Pour l'instant, on est encore au stade d'une exploration globale. Abe est un explorateur benthique autonome, conçu par les chercheurs de l'Institut océanographique Woods Hole. Sa mission ? Cartographier le fond des océans en toute autonomie. Jusqu'en 1995, les fonds de 3000 mètres ne pouvaient être explorés que par des submersibles habités ou des robots téléguidés. Un engin téléguidé peut rester en profondeur plus longtemps que moi dans un submersible et on peut le mettre à l'eau dans des eaux agitées où je ne me risquerai pas. Un robot autonome peut aller encore plus loin et rester plus longtemps que n'importe quel engin habité ou téléguidé. Les ingénieurs de Woods Hole ont conçu une forme capable de résister à la pression de l'eau par 6000 mètres de fond, soit une force de 4 tonnes, le poids d'un éléphant adulte, comprimant chaque centimètre carré de votre peau. On a imaginé ces espèces de suppositoires avec un grappin en dessous et des petits propulseurs pour aller dans toutes les directions, un peu comme un vaisseau de Star Trek. Dans la conception d'un submersible, la recherche de la flottabilité est capitale. Ces 4 pieds servaient à la navigation. L'engin aura besoin de poches d'air pour l'aider à remonter à la surface. Mais rien n'est plus fragile qu'une poche d'air.
Comment résister à la pression de l'eau tout en maintenant une flottabilité neutre? Les concepteurs d'Abe optent pour des sphères creuses et un matériau surprenant. Des sphères de verre, grandes comme ça, avec des parois de 15 à 20 mm, et qui allaient passer la plupart du temps au fond de l'océan. Abe est un succès retentissant. Quand les chercheurs ont vu sortir cette carte de l'imprimante du vaisseau, ils ont dit « Regardez ça, vous imaginez tout ce que ça peut nous apprendre? Recommencez ». Pendant les 15 années qui suivent, Abe va révéler des régions de notre planète qui auraient pu rester dans l'inconnu. « 222e plongée de Abe. Nous sommes à 3000 mètres de profondeur, dans un secteur volcanique en activité du plancher océanique. Sur les écrans de la salle de contrôle du navire de soutien, Abe semble se comporter parfaitement. Quand soudain, brusquement, juste après minuit, Abe n'a plus émis un seul signal. Tous les signaux se sont éteints d'un seul coup. Silence radio, plus rien. alors qu'il est en mission dans la zone abysso-pélagique, la 4e des 5 zones de l'océan, un robot autonome d'1 million de dollars prénommé Abe disparaît mystérieusement. On est resté là pendant des heures, comme dans une mission de secours Apollo, à essayer de comprendre d'où venait le problème. À 3000 mètres de profondeur, Abe a été soumis à une pression de 300 bars, l'équivalent du poids d'un pick-up, comprimant chaque centimètre carré de peau sur votre corps. L'ingénieur en chef Tim Shank pense que le robot a fini par succomber sous cette pression. Il y avait 6 boules de verre sur le dessus, et ce sont elles qui lui donnaient sa flottabilité. Une des boules a été fragilisée par toutes ces plongées et a implosé. Quand une de ces sphères implose, c'est comme 5 bâtons de dynamite. Alors imaginez la réaction sur la sphère juste à côté, proche de sa limite de résistance et de la suivante. Après une implosion aussi catastrophique, il ne doit pas rester grand-chose du robot sur le plancher océanographique. En 15 ans de service, Abe aura pu cartographier près de 1/200 millième du plancher océanographique. Mais même s'il avait survécu, il est évident qu'il n'aurait jamais pu résister aux pressions les plus mortelles de la dernière zone du monde sous-marin. La 5e, la zone adopélagique. Dans ces ténèbres sans fin, la température frôle le zéro et la pression atteint le chiffre impressionnant de 1100 bars. L'équivalent du poids d'un bulldozer comprimant chaque centimètre carré de peau sur votre corps. La zone adopélagique est constituée d'immenses failles plongeant à des kilomètres sous les plaines abyssales du plancher océanographique. Ici, la Terre s'est fissurée entre les plaques tectoniques. Le plus ancien plancher océanographique de la Terre est lié à ces zones de failles où une plaque passe sous une autre plaque. 2 hommes, l'officier de marine américain Don Walsh et l'ingénieur suisse Jacques Picard, ont été les seuls à tenter l'exploration de la plus grande fosse adopélagique. Ils ont baptisé leur vaisseau Trieste. Trieste est ce qu'on appelle un bathyscaphe. Contrairement à la bathysphère, qui est descendue par un câble d'acier renforcé, le bathyscaphe descend librement, sans être relié au vaisseau de surface. Il est similaire à un ballon. Une sphère d'acier de 2 mètres de diamètre est reliée à un énorme ballon réservoir de 15 mètres de long, rempli d'essence pour assurer la flottabilité. On l'a testé. On a fait une plongée peu profonde dans le port, puis on a fait une plongée à 7000 mètres de profondeur. Tout s'est bien passé. On était prêt pour le grand plongeon. Le matin du 23 janvier 1960, le bathyscaphe est mis à l'eau et la descente commence. On descendait vers le fond. Tout se passait comme prévu. Mais quand on est arrivé à 6000 mètres, on a entendu un grand bruit. On a inspecté
Mais on n'a rien vu qui clochait. Si la coque à pression avait lâché, on serait mort avant d'entendre le bruit. Après s'être assuré que la structure de la sphère était intacte, il continue. Plus bas, le halo des projecteurs éclaire un fond plat et boueux. Et là, il voit quelque chose d'inattendu. On a vu un poisson plat, un peu comme une sole. C'était un événement. Un poisson plat pouvait vivre sur le plancher océanographique, et si on en voyait un, il devait y en avoir d'autres. Ça voulait dire qu'il y avait de la vie dans les coins les plus profonds de l'océan. C'est seulement en refaisant surface qu'il réalise le danger encouru. J'ai vu cette fissure sur l'arrière du sas d'entrée. Depuis ce jour, il n'y a plus eu de plongée habitée dans de telles profondeurs. Elles ont été jugées trop risquées. Et les chercheurs de l'Institut océanographique Woods Hole pensent cependant que leur toute dernière invention, baptisée Nereus, pourra survivre au voyage. Une des grandes difficultés quand on construit un engin comme Nereus, c'est d'assurer sa résistance aux pressions écrasantes par 11 000 mètres de fond. Contrairement à Abe, Nereus n'a pas 6 sphères de verre, mais près de 1500, beaucoup plus petites et réalisées en céramique, un matériau plus résistant que le verre. 6 heures après sa mise à l'eau, Nereus atteint le fond de la fosse des Mariannes. Le 31 mai 2009, on a atteint Challenger Deep, le point le plus bas de la fosse. On a tous pris une profonde inspiration. Très vite, Nereus montre des images d'un monde totalement inconnu. C'était impressionnant de voir cette faune dans le fond. On a vu environ 14 espèces, des anémones de verre que je n'avais encore jamais vues. Ce genre de découverte est prévisible quand on est dans une zone qui n'a encore jamais été explorée. Le fond de la faille révèle également des sources hydrothermales chaudes. Les créatures qui vivent là pourraient certainement nous éclairer sur les toutes premières formes de vie sur Terre. Elles vivent près des substances chimiques que recrachent ces cheminées. C'est plein de sulfure, de méthane et de plein de choses nocives qui tueraient les hommes, alors qu'elles, elles en profitent. Ces créatures donnent à réfléchir aux biologistes. Si des organismes vivants peuvent s'adapter à des conditions aussi extrêmes, alors la vie pourrait bien exister partout, même sur d'autres planètes. C'est le rêve de tout biologiste évolutionniste, observer un phénomène sur Terre qui pourrait avoir une influence sur notre façon d'appréhender la vie sur d'autres planètes. Les scientifiques équipés de robots sophistiqués comme Nereus n'ont jusqu'à présent fait que quelques incursions dans les profondeurs du monde sous-marin. Plus on explore, plus on fait de découvertes, et plus on réalise à quel point on ne sait pas grand-chose. Peu importe le pouvoir destructeur de la pression de l'eau, rien n'empêchera l'homme de continuer à explorer les frontières les plus reculées et les plus dangereuses de la Terre. Les gens comprennent l'exploration de l'espace car ils peuvent lever la tête et le voir. Ils ne voient pas les profondeurs de l'océan, ni son immensité. Ils ne réalisent donc pas à quel point leur vie en dépend. La pression est une entité tellement invasive. Elle est partout, elle écrase tout, et elle est impitoyable. C'est une force phénoménale de la nature. Elle est là, et il faut faire avec.